Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Bienvenue. Donc ce soir, on brise les mythes. Je me dis que pour préparer la nouvelle année où on a plein de nouvelles intentions, c'était intéressant de laisser aller certains obstacles qui sont sur notre chemin pour pratiquer le yoga. Donc vous savez maintenant que ces lives sont là pour vous aider à pratiquer, non pas en vous donnant des cours et en vous montrant comment faire les postures, mais en vous parlant de la psychologie du yoga qui est nécessaire pour pouvoir établir une pratique personnelle efficace qui va vous amener vers l'état de yoga, l'état de réalisation de soi. D'accord ? Souvent, dans les conversations, la première chose qu'on me demande, c'est qu'est-ce que je fais dans la vie. Donc du coup, je réponds, je suis prof de yoga. Et là, tout de suite, souvent, j'ai tous ces gens qui sont en train de me dire « Ah ouais, non, mais c'est super le yoga, mais moi, je peux pas parce que. » Comme si c'était obligé de pratiquer le yoga. Donc le yoga, c'est un chemin de vie parmi d'autres. Mais c'est vrai que c'est un chemin de vie qui est devenu à la mode et qu'on recommande, bonsoir Sylvie, et qu'on recommande souvent pour plein de choses, le stress, le mal de dos, perdre du poids, se calmer, enfin voilà, plein de choses. Et du coup, j'ai toutes ces excuses. Ah non, mais moi, je peux pas, je suis pas assez souple. Non, mais moi, j'ai mal au dos. Oh, ben le yoga, c'est plus pour les femmes. Il n'y a que des femmes qui en font. Le yoga, qu'est-ce que je vous avais trouvé aussi? Ah oui, j'ai eu aussi pas mal de femmes qui me disent « Oh, mais d'abord, je vais perdre du poids et après, je ferai du yoga. Je suis un peu trop grosse. » Et alors, la grande excuse, c'est « J'ai pas le temps. » D'accord? Donc, ce n'est pas une excuse, je ne dis pas ça d'un moment négatif, mais c'est un mythe qu'il faut beaucoup de temps pour faire du yoga. Oui, c'est un chemin de vie, mais on va voir que pas obligatoirement. Donc, ce soir, on va essayer un petit peu de répondre à tous ces mythes et de vous donner des clés si des fois ces excuses font partie de votre vie et vous empêchent de pratiquer ou même d'essayer ce chemin de vie qui vous attire, puisque si vous êtes là, c'est un chemin de vie qui vous attire. Vous venez soit pour piquer des informations pour voir si c'est pour vous, soit vous y êtes déjà et vous venez chercher de l'inspiration et des recommandations pour pouvoir avancer sur ce chemin. Donc pourquoi c'est important d'aller briser ces mythes? Tout simplement parce que ça vous empêche d'essayer. Enfin vous en général, ça empêche d'essayer. Donc comme je disais, si vous êtes ici, c'est que sans doute c'est un chemin de vie qui vous... pour quelle que soit votre raison, on vient toujours sur ce chemin de vie avec des excuses différentes. J'arriverai pas à en avoir la liste tellement que chaque personne en fait a son idée de pourquoi il a envie de faire du yoga, et c'est aussi une autre beauté de ce chemin, c'est qu'il accueille tout le monde. Il va vous donner, vous ne savez pas trop quoi, mais vous avez les raisons pour venir sont vraiment très différentes. Le problème, c'est que avec le développement du yoga à la mode, avant, le yoga, on l'apprenait dans les ashrams, on l'apprenait, c'était vraiment quelque chose, il fallait aller dans des grottes au Tibet pour les apprendre, ou au nord de l'Inde, vivre au moins 7 ans avec son prof pour pouvoir avoir les secrets du yoga. Donc, dans les 50 dernières années, le yoga est descendu de la montagne et a été vraiment ouvert dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est une ère où maintenant apprendre en groupe est le chemin le plus efficace. Donc tous les secrets comme le chamanisme, comme toutes ces médecines aussi chinoises, comme le tai chi, comme le qigong, qui étaient des choses qui étaient apprises et développées dans des endroits où on allait vivre pour apprendre, donc c'était souvent des petites communautés, sont maintenant ouverts au grand public. Avec ça, bien sûr, vient et les avantages et les inconvénients. Les inconvénients pour le yoga, c'est qu'on le met un peu à toutes les sauces.
On le fait sur un paddle, on le fait en l'air, enfin bon, on le fait partout et on devient prof en 3 semaines au lieu de vraiment prendre le temps de pratiquer comme avant que c'était un cheminement. Même il y a 15 ans, moi quand je suis devenue prof, on rentrait même pas dans les formations comme ça. Il fallait déjà avoir 3 ans de pratique, être recommandé par un prof pour pouvoir commencer une formation qui durait au moins 1 an, de 1 an à 3 ans. Bon, mais c'est comme ça, il y a le bien et on choisit après ses profs, hein, on fait comme ça. Et du coup, il y a longtemps, pendant 1 an, et je souhaite reprendre. Super, bienvenue Valérie. Donc du coup, c'est important de laisser aller ses mythes pour se donner les moyens d'essayer au moins. Le chemin du yoga, c'est pas pour tout le monde, pas parce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Tout comme le chemin du sport ou le chemin de la musique, on peut très bien se révéler à travers la musique ou on peut très bien se révéler à travers la cuisine. On peut pas, en fait, le chemin du yoga est un chemin de pleine conscience que l'on peut utiliser à travers tout. Mais ce qui est important, c'est que si on y est attiré, de se donner les moyens d'essayer. Et tous ces mythes, souvent, nous empêchent et nous bloquent. Donc ces mythes, moi j'avoue qu'il y a 20 ans, ils n'existaient pas vraiment parce que j'étais en Grande-Bretagne où c'était un petit peu connu, mais en France, le yoga n'était absolument pas développé. Comme je disais avant, c'était vraiment des petits groupes dans des petites communautés qui apprenaient. Donc, le fait de briser ces mythes, ça va vous donner, si vous êtes dans ce cas-là, s'il y a une excuse ou un obstacle qui vous empêche de pratiquer, ça va vous donner la spontanéité, l'élan et l'inspiration d'essayer et d'en faire l'expérience pour vous-même. Au lieu de vous dire « Ah oui, elle m'a dit ça, donc non, je ne vais pas essayer. » Non, t'y vas. Et vraiment, ce soir, ça va être à propos de vous aider, si vous n'avez pas encore commencé sur le chemin du yoga ou si vous reprenez, d'enlever le plus d'obstacles possible pour vous ouvrir et faire les choses les plus faciles possibles. Donc l'idée, c'est de rester dans la spontanéité et dans l'envie de faire les choses. Plus vous allez vous donner les moyens de donner les possibilités à vos envies, à vos désirs les plus profonds dans l'instant présent, plus vous vous sentirez en vie et moins vous vous sentirez limité, le cœur s'ouvrira et votre dynamisme changera. Souvent, on manque d'énergie parce c'est le poids des responsabilités. Oh, comme ça. Donc avec le yoga, l'idée, ou avec ce soir et changer un peu les mythes, c'est de s'enlever un petit peu ce poids des responsabilités, ouvrir son corps et se dire, son corps et son cœur, et se dire, et pourquoi pas si j'essayais. Donc, comme je disais, moi j'ai eu la chance parce qu'en fait, ces mythes se sont beaucoup développés dans les 15 dernières années, et même en France, je dirais les 10 dernières années, où le yoga a commencé à être quelque chose à la mode qu'on trouve un peu partout, même dans moi je vis dans un tout petit village et il y a un cours de yoga au village. Et du coup, les gens en parlent beaucoup. Et plus les gens en parlent beaucoup, les gens vont parler de l'expérience et tout ça. On a toutes ces mythes qui viennent s'ajouter et qui, pour certains, peuvent vraiment créer des obstacles à essayer quelque chose de nouveau, même si on a envie de le faire. Ce qu'on veut se rappeler, c'est que le yoga, ce n'est pas une activité, c'est vraiment un chemin de vie qu'on essaye. Comme vivre à la campagne ou vivre à la ville, voilà. On essaye les choses. Donc moi, je me suis pas vraiment heurtée à tous ces mythes, du moins de l'extérieur. C'est-à-dire que moi, j'en ai entendu parler et hop, le lendemain, j'ai essayé avec une cassette vidéo et après, j'ai commencé à faire des cours et puis aller en Inde et tout s'est déroulé où c'est vraiment devenu mon chemin de vie au point où maintenant... je pratique et j'enseigne et point à la ligne. Voilà. Mais sur le tapis, par contre, j'ai rencontré tous ces mythes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qui sont elles sont mentalement créées, mais je ne veux pas dire qu'un mythe est toujours faux. C'est-à-dire que pour moi, ces mythes, ils sont importants. Ces excuses, elles sont importantes parce que c'est grâce à ces excuses qu'on va pouvoir avancer. Donc, c'est en dépassant ces limites qu'on grandit. Et le chemin du yoga, c'est un chemin de croissance personnelle où on se réalise soi-même et aussi de partage, où on partage avec les autres. C'est pratiquement impossible sur le chemin de yoga de
de ne pas devenir enseignant. Il y a des gens qui vraiment ne font que pratiquer du yoga, mais ceux qui en font un chemin de vie d'une manière ou d'une autre, que ce soit bénévolement ou que ce soit comme une profession aussi, vont commencer à essayer de redresser les gens, leur donner des conseils et tout ça, parce que quand on est plein d'énergie, on explose et on est humain, on est fait pour partager. Donc c'est la beauté aussi de ce chemin de vie. Donc oui, sur mon tapis, j'ai rencontré tout ça. Par exemple, celui de ne pas être souple. Combien de fois je me suis dit, oh cette posture, elle a l'air beaucoup trop dure, je ne suis pas prête et je ne suis pas souple. Si je me dis ça, bien sûr que je ne vais pas la faire parce que je ne vais même pas l'essayer. Ah oui, je suis trop grosse là, je ne vais jamais passer. Mes jambes, mes bras vont jamais passer entre mes cuisses. Ah, j'ai pas le temps aujourd'hui de pratiquer, j'ai plein d'autres trucs à faire. Donc tout ça, dans ma carrière de mes 20 ans de pratique sur le tapis, je les ai rencontrées, je les ai brisées et maintenant elles sont très rarement un problème ou quand elles viennent, j'arrive à les gérer et pratiquer quand même. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu ce soir. Ce qui est sûr, c'est que il est très facile ou simple, je dirais, de transformer un obstacle en un tremplin. Donc l'idée, c'est de transformer ces choses qu'on croit qui nous limitent, ces limites, en pierre d'achoppement pour pouvoir traverser la rivière. Donc c'est exactement ce qu'on va faire ce soir. Et pour réussir, pour pouvoir transformer ces obstacles en tremplin, en pierre d'achoppement, il y a plusieurs croyances à avoir. Et la première croyance, c'est justement de ne pas croire ce que les autres disent. Pas parce qu'ils ont tort ou parce qu'ils ce ne sont pas des personnes de confiance, mais tout simplement que votre vérité ne peut être vraie que si elle passe par l'intérieur de vous. Donc la première chose à faire, c'est de questionner les choses. Ok, toi tu penses que pour faire ça, il faut être souple. Je vais voir. Moi, je crois que je ne suis pas très souple. Est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que ta vérité est aussi ma vérité? Du coup, pour ça, il faut toujours être dans l'exploration. Et la deuxième croyance, donc ne pas croire ce que les autres disent ou ce que les autres... ce que tu entends ou ce que tu vois même. Tu vois? Et la deuxième croyance, je dirais, c'est de croire que tout est possible. Quand tu crois que tout est possible, ça va t'amener à explorer, à essayer déjà, à questionner les choses et à explorer par toi-même et à trouver ton yoga. Parce que le but, c'est pas que tu pratiques ce que je pratique. Le but, c'est que je t'aide à trouver ton yoga. Et par ton yoga, ça veut dire le chemin à l'intérieur de toi qui va t'amener vers la réalisation de qui tu es. On n'est pas là pour changer les choses. On est là pour réaliser qu'on est déjà parfait. C'est fou quand même, hein, quand on y pense, qu'il faut faire un chemin de vie pour réaliser qu'on est déjà parfait depuis la naissance. Moi, ça me... et ça marche en plus, on réalise qu'on est de plus en plus parfait, on s'aime de plus en plus, et du coup, on tombe dans la compassion pour les autres aussi. C'est tout bénef. Donc, l'idée, c'est de mettre les choses en pratique, de croire que tout est possible et de ne pas croire tout ce que l'on entend. Et par ne pas croire, ce n'est pas une question de faire confiance, c'est plus une question de je vais voir par moi-même. Voilà. Donc j'ai choisi, j'en ai plusieurs. J'ai choisi le premier parce que c'est celui que j'entends le plus. C'est moi je ne suis pas assez souple pour faire du yoga. D'accord? Donc j'ai deux réponses. J'ai deux réponses sur cette question. Donc la première, c'est le yoga, c'est pas à propos d'être plus souple. D'accord? Le but du yoga, c'est pas d'être plus souple. Le but du yoga, c'est de se réaliser soi-même, de réaliser qui on est. C'est une pratique de réalisation de son spirit, de son âme, pour pouvoir jouir du divin, de la divinité qui est en soi. D'accord? Donc ça, c'est une première réponse. Donc, ce n'est pas à propos de souplesse. D'accord? Le deuxième, c'est mais qu'est-ce que la souplesse? Donc, je vais vous parler un petit peu de ça, parce qu'on croit qu'on perd la souplesse, alors que non. La souplesse, quand on parle de souplesse, on parle d'une souplesse physique.
D'accord? J'arrive plus à toucher mes pieds, j'arrive pas à lever mes bras parce que je suis toute bloquée ici. Quand je descends pour toucher le sol, j'ai mal derrière les genoux. Quand j'écarte les jambes, j'ai mal entre les jambes. Cette perte de souplesse, on se dit souvent, oh, avec l'âge, c'est normal. Donc, c'est un peu les deux idées que j'ai envie d'aborder sur il faut être souple pour faire du yoga, je ne suis pas assez souple pour faire du yoga. Déjà, il y a différents types de yoga, il y a différents outils du yoga. D'accord? Donc là, on parle souvent, le yoga est souvent associé qu'à la pratique posturale. D'accord? Donc moi, dans le yoga que je pratique, il y a bien sûr de la pratique posturale et on va voir que même pour la pratique posturale, la souplesse, ce n'est pas le problème. Mais il y a aussi d'autres pratiques comme le swadhyaya, l'étude de soi avec le questionnement des croyances où on parle de situation et on questionne ça. Il y a la méditation assise, il y a le chant védique, il y a la répétition de mantras, il y a la méditation assise, mais aussi par exemple le yoga nidra. Il y a toutes ces méditations dynamiques aussi que Osho, un yogi en Inde, qui avait développé toutes ces méditations dynamiques pour libérer le corps et pouvoir trouver cette plénitude mentale au lieu de juste demander aux gens juste de s'asseoir. Donc ça, il n'y a pas besoin non plus de souplesse physique comme la plupart des gens l'entendent. Donc le yoga, c'est pas... Et puis il y a l'étude des textes. Tu peux te réaliser qu'en étudiant les Yoga Sutras de Patanjali. Et il y a le Ashtanga Yoga, le yoga aux 8 membres justement de Patanjali, qu'il explique dans les Yoga Sutras, qui eux englobent tout. Qui englobent et les asanas, la posture, et le pranayama, le contrôle de la respiration, et le pratyahara, revenir dans ses sens, revenir vers soi pour pouvoir tomber en méditation et atteindre ce qu'on appelle le samadhi, qui est la réalisation de soi, la libération et la plénitude mentale. Sans compter, bien sûr, les yamas et les niyamas, qui sont les autorités et les disciplines à avoir, comme par exemple l'étude de soi, ne pas voler, être sincère, toutes ces choses-là qu'on pourra revoir et qui sont surtout, j'en parle dans la philosophie du yoga, dans le Yogi Club. Donc tous ces outils font partie du Yogi Club. Tous les mois, l'abonnement mensuel. Donc le yoga n'est pas à propos de souplesse, donc déjà ça résout le problème. Le deuxième, c'est qu'est-ce que la souplesse? D'accord? Donc on a cette idée qu'avec l'âge, avec le mode de vie qu'on a, on perd sa souplesse. Alors moi je dis que non. L'approche que j'ai de la pratique posturale, donc là quand on parle de souplesse, on parle de pratique posturale, hein. J'ai mal derrière les genoux quand je me baisse, j'ai mal derrière les jambes, j'y arrive pas, je suis pas assez souple, toutes ces choses-là. Mon expérience et l'expérience que j'ai à travers mes élèves, c'est que la souplesse, elle est toujours là. Le corps, il est né souple, enfant. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais regardez un bébé, vous le mettez sur la table allongée, hein, et si vous ne le retenez pas, boum, il roule et il tombe derrière la table. Il est complètement corps, complètement, voilà. Cette souplesse où on voit les enfants prendre leurs pieds, le faire comme ça, ils sont complètement malléables, d'accord? Cette souplesse, on l'a encore. Que l'on ait 30, 40, 50 ou 60 ans, cette souplesse, on l'a encore. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire des postures, qu'on n'arrive pas à toucher ses pieds, qu'on n'arrive pas à ouvrir bien les jambes ou qu'on a mal dans le corps? C'est notre souplesse mentale. Ce qui limite la souplesse physique, c'est les idées préconçues qu'on a construite durant notre vie sur le corps et sur nos possibilités. Je parlais l'autre jour avec une membre du Yogi Club qui me disait « Oh, mais sur la pratique guidée, là, ça, j'ai même pas essayé, je suis pas assez souple pour le faire. » Ça, c'est une croyance limitante. Donc, je ne suis pas assez souple. Ben, si tu penses que tu n'es pas assez souple, tu ne peux pas être souple. Pour pouvoir
essayer quelque chose, il faut s'ouvrir à ça. Et tu vas voir que quand tu travailles avec moi, la chose que je vais faire, c'est que je vais te faire questionner tes croyances. Donc quand tu vas, à travers le corps bien sûr, quand tu vas faire une posture et que tu te dis « Oh, je sais déjà la faire » et que je te trouve, et déjà je te dis « Tiens, fais ça » et tout de suite y est, sans avoir demandé, sans avoir connecté avec l'instant présent, sans avoir connecté avec quel était ton labyrinthe, par où la respiration avait envie de passer, que tu es déjà dans la posture, là tu as loupé le moment. Tu as juste fait une posture et tu n'as pas trouvé ton yoga. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais te dire, et si on questionnait ça? Et si au lieu de faire ça, par exemple, t'ouvrais les coudes et tu partirais de là. Ah, cette ouverture, cette nouvelle proposition va créer une ouverture, une curiosité, une inspiration de « Ah, mais il y a une autre manière de le faire ». Cette ouverture, c'est là où la posture existe. D'accord? Et c'est pour ça que souvent on vient faire un cours. J'arrive pas à faire une posture, donne-moi un indice pour que j'ouvre mon mental pour considérer avancer sur le chemin de cette posture. Donc la souplesse ou le manque de souplesse ne vient pas dans le corps. J'ai tellement eu de gens qui sont venus, qui ne pouvaient pas bouger l'épaule, qui ne pouvaient plus bouger le dos, qui n'arrivaient pas à s'asseoir par terre, et en 1 heure de cours, l'épaule se débloque, le dos se débloque, les voilà pas assis sur le sol alors que ça fait 10 ans qu'ils ne sont pas assis sur le sol, ou que le médecin leur a dit non, ne vous asseyez pas surtout comme ça, et on arrive les jambes croisées et tout ça. Mais ça m'arrive constamment. Et en 15 ans d'enseignement, ça m'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois. Pourquoi? Pas parce que le corps a changé en 1 heure. Le corps ne change pas comme ça en 1 heure, même s'il est tout le temps en train de se régénérer. Là, ça a changé. Là, on a ouvert une possibilité. Donc la souplesse ou le manque de souplesse ne vient pas d'un état physique, mais il vient d'un état mental. Du coup, tout le monde peut venir faire un cours de posture, et certainement avec l'approche que je fais, puisque ce qu'on fait, c'est retrouver cette souplesse mentale qui va automatiquement avoir un impact sur la souplesse physique. Donc, ce n'est pas qu'elle est partie, mais vous êtes en train de réaliser votre souplesse physique. Voilà. Alors moi, quand on m'a sorti cette idée, ça a été « waouh !» Et ça m'a ouvert le chemin pour plein de postures que je pensais que je ne pouvais pas faire. Parce que maintenant, je me dis oh, « j'ai juste à ouvrir mon esprit ». Et ouvrir son esprit, c'est juste considérer. Hein. Pouvoir visualiser et se dire « et si en fait, au lieu de croire que je peux faire ça, et si j'essayais de croire qu'il y avait quelque chose de possible pour moi ?» Et pour ça, bien sûr, j'avais besoin d'être guidée pour savoir par où est-ce qu'il va falloir que je passe pour pouvoir y arriver. Et le par où, souvent, la réponse, elle est à l'intérieur, à travers le ressenti. Mais pour ça, il faut avoir souvent quelqu'un pour guider, quelqu'un qui l'a déjà fait. Hein. Quelqu'un qui l'a déjà fait, pas quelqu'un qui fait des postures, mais quelqu'un qui vous amène dans cette reconnexion, dans ce questionnement, pour assouplir le mental, ouvrir la porte pour considérer l'écoute du moment présent, l'écoute de la sensation dans le corps qui va te dire « Ah là je passe, là je ne peux pas passer, là je peux passer. » Et hop, la respiration est là. Waouh! J'accueille le trophée, la respiration. D'accord? Donc, si vous pensiez que vous n'étiez pas assez souple, j'espère que ça vous donne des indices de juste vous asseoir et de commencer à visualiser la posture et surtout de vous ouvrir à l'écoute. Et revenez au live d'avant pour découvrir les 3 piliers de la gravité, de la colonne vertébrale et de la respiration. Comment commencer avec les mains, par exemple. Les petites vidéos et le live, on a parlé de juste reconnecter à travers les mains pour alléger le corps, à travers les pieds pour alléger le corps, sont vraiment des super pratiques à essayer. Donc revenez dans les lives derrière, il y a plein de choses, plein d'informations pour progresser et aller au-delà de ce mythe que je ne suis pas assez souple pour pratiquer le yoga ou il faut être souple pour pratiquer le yoga.
Donc un autre, c'est le yoga, c'est pour les femmes. Ça, je l'entends très très souvent et surtout en France, beaucoup plus qu'en Grande-Bretagne. Donc il s'avère que, et j'avoue que maintenant que je suis en France, j'ai encore pas mal d'élèves hommes et surtout dans les stages. Les hommes viennent des fois plus aux stages et aux cours individuels. Mais quand je faisais des cours collectifs, c'est vrai que la majorité étaient des femmes. Et encore, même dans le Yogi Club, la majorité sont des femmes. Alors que traditionnellement, le yoga était exclusivement, mais exclusivement pour les hommes. Exactement, Michel. Alors, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Exactement. Merci. Et donc, les femmes sont pour les... Pas du tout. Pas du tout. Le yoga, traditionnellement, justement, a été un peu mélangé. Il a été très féminin à l'époque du Tantra, avant, en fait, que la tradition yogique soit mélangée avec la caste des brahmines, des prêtres, la caste hindouiste des brahmines. À ce moment-là, quand le yoga a été, je dirais, approprié par cette caste, le yoga est devenu très insulaire, d'ailleurs, c'est devenu un peu une pratique secrète et très masculine, puisque les brahmines n'étaient que hommes. Et il n'y a que peut-être 50 ans, 60 ans, où les femmes ont été incluses. Alors moi, je viens de la tradition de Sri Krishnamacharya et de Desikachar, son fils, puis après Vandaskaravelli, Diane Long et puis moi. Mais Krishnamacharya, par exemple, a été le premier à ouvrir une école de chant védique pour les femmes, Vedavani. C'est là où j'ai appris, moi, le chant védique à Chennai, en Inde. Et il y a même moins de 50 ans, les femmes n'avaient pas le droit de faire de chant védique. Il n'y avait que les brahmines qui étaient autorisées à faire ça. Donc, non, le yoga, c'est pas que pour les femmes. Il y a plein d'hommes qui le pratiquent. D'ailleurs, beaucoup de professeurs, maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui professent. Mais pendant très longtemps, et moi, même pendant, je dirais, les premières 8 années de ma vie, je n'ai eu que des profs hommes. J'ai eu 2 profs, un en Écosse, plus quelques petits cours que j'ai pris, des ateliers que j'ai pris avec des yogis des États-Unis et tout. Mais en général, j'ai eu 2 profs, Brian Cooper en Écosse et puis le yoga, Tikeve Desikachar et toute son équipe au Krishnamacharya Yoga Mandiram. Il n'y a que quand j'ai rencontré Diane Long, ça fait 12 ans, pendant 12 ans, j'ai eu Diane Long, une femme comme prof et que j'ai absolument adorée. Amener cette féminité dans le yoga a été pour moi une révélation. Et quand je dis féminité, c'est pas parce qu'elle était femme, c'est parce que Vandaskaravelli a amené ce côté féminin, pas femme, féminin, dans une pratique de yoga qui était devenue très masculine. Cette pratique de faire des postures et d'aller au plus dur et de pousser, c'est le masculin. Et il manquait ce côté féminin de l'exploration et de vraiment la sensation à travers la colonne vertébrale, cette reconnexion à la gravité et à l'ouverture et à la libération, je dirais, de la colonne vertébrale. Donc celui-là, vous pouvez laisser tomber et je comprends, il y a cette peur de la différence. Donc quand j'ai rencontré un homme qui m'a dit « Oh mais il n'y a que des femmes dans les classes de yoga », je lui ai fait « Mais tu sais, initialement, c'était une pratique vraiment masculine. » Enfin, pendant des siècles, pas initialement, mais pendant au moins le dernier siècle, ça a été une pratique masculine. Il me dit « Ouais, mais après, je suis seul mec dans une classe. » Donc il y en a qui assument. Et puis, il y en a d'autres, et je comprends, Donc, n'hésitez pas, allez-y, si vous êtes homme, n'hésitez pas, au moins en cours individuel ou dans les stages, venez rejoindre. Ce mythe n'est qu'un mythe. Le yoga est aussi bon pour les hommes que pour les femmes. J'ai pas le temps. En voilà un autre. Je n'ai pas le temps de pratiquer. Je bosse, j'ai 2 enfants. Alors, pourquoi pour moi, c'est pas une excuse ? L'une des premières leçons que j'ai apprises en Inde, c'est que le yoga commence en sortant de son tapis. Donc bien sûr, il y a cette... si tu veux aller plus rapidement, si tu veux que le chemin soit plus efficace,
Il y a besoin de venir sur son tapis ou sur son coussin et de vraiment y donner du temps. Mais comme tout, c'est comme jouer du piano. Par contre, la beauté du chemin du yoga, c'est que c'est un chemin de vie. C'est pas une activité. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par un chemin de vie? C'est-à-dire que le yoga commence vraiment quand tu l'amènes dans ta vie. Donc, par exemple, tu peux prendre un Yoga Sutra juste avant d'aller au lit. Tu ouvres ton livre des Yoga Sutras et tu peux choisir, par exemple, il y a un Yoga Sutra qui te dit si une pensée ne marche pas, choisis l'opposé et essaye l'opposé. Tu peux faire ça dans la vie. Si tu vois, tu es en train de te débattre avec « ouais, j'y arrive pas » et tout, essaye de penser l'opposé. Arrête-toi, prends une seconde, trouve quelle est la pensée opposée et pratique ça dans le moment et dans l'activité que tu es en train de faire. Tu vois? Par exemple, moi je te donne l'exemple de faire la vaisselle. Alors c'est pas mon truc faire la vaisselle. À chaque fois, je suis obligée de passer par cette pensée opposée. À chaque fois, je pratique ce sutra, cet aphorisme, parce que c'est là, oh j'ai pas envie de faire la vaisselle, j'ai mieux à faire. Et si je pensais l'autre chose, et si je me posais dans l'instant présent, et dans l'instant présent, en fait, la seule chose qui est importante pour moi, c'est de faire cette vaisselle, puisque je suis en train de me battre avec. Si je suis en train de me battre avec la vaisselle, c'est que c'est important pour moi qu'elle soit faite. Sinon, je la laisserai et je partirai faire autre chose. Mais c'est important pour moi d'avoir cette cuisine propre. Donc, au lieu d'aller, quand je suis comme ça, je me vois, hein, le corps, je n'ai pas envie de faire la vaisselle, gna, 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 je suis toute tendue. J'ai appris à me remettre ce Yoga Sutra en tête et à me dire, et si tu pensais l'opposé? Et l'opposé, c'est en fait faire la vaisselle dans ce moment présent, il n'y a que ça qui est important pour moi. Bien plus importante que tout ce que je croyais qui était plus important. Et du coup, je m'apaise et je fais la vaisselle et je me mets dans le moment présent à faire la vaisselle et pas à essayer de penser ce que je pourrais faire qui est mieux. D'accord ? Donc, ça, c'est une pratique de yoga. Ça, ce genre de pratique de yoga va vous faire avancer sur la réalisation de soi et sur la compréhension du mental et de l'ego. La différence entre le désir profond qui vient du cœur et l'ego qui vous fait « je dois être comme ça, il faut que je fasse comme ça, non mais c'est pas possible » et blablabla. Ce genre de pratique va vous faire avancer super vite. L'autre chose, c'est il n'y a pas besoin, si vous voulez travailler à travers le corps, moi j'aime travailler à travers les deux, j'aime travailler à travers les croyances dans des situations particulières, dans des conflits, des choses comme ça, pour pouvoir, parce que quand je libère mon esprit de cette croyance rigide et que je m'ouvre à un espace de respiration, mon corps se relaxe. Quand je travaille à travers le corps pour enlever des croyances que j'ai sur le corps, mon esprit s'apaise. Donc c'est gagnant-gagnant et moi j'aime bien travailler à les deux tout simplement parce que c'est bien plus efficace. Donc quand on travaille avec le corps et qu'on n'a pas le temps, eh bien on travaille avec une seule posture et on va aller découvrir quelque chose. Et quand on découvre juste quelque chose, donc on avait fait un live sur commencer avec le commencement et rester, il y en avait un qui était, quand tu trouves un truc petit, garde le petit et explore-les partout. D'accord? Donc par exemple, tu es en train de découvrir quelque chose, une libération du bas de la colonne quand tu es debout. En essayant de bien intégrer ton pied comme ça dans le sol, de trouver cette gravité et en apprenant en faire remonter la légèreté, tu commences à trouver la légèreté dans le haut du corps et tu t'aperçois que se tenir debout, c'est plus toi qui te tiens debout. Et certainement pas avec les muscles du dos. La gravité, la rencontre avec la lévité te tient debout. L'eau est en train de bouillir, amuse-toi avec ça. Au lieu de te tenir comme ça, ou à l'arrêt de tram ou à l'arrêt de bus, au lieu d'être comme ça, en train de... Travaille avec ça. Intègre ça. Intègre-le assise aussi, au bureau. Tu vas voir que quand tu es fatigué mentalement, c'est souvent parce que tu es mal assise. On a fait un live sur bien s'asseoir aussi. D'accord? Donc, j'ai pas le temps, en fait, c'est à double tranchant. Si tu veux vraiment après faire un chemin de vie, tu le trouveras le temps. Je te certifie que le temps que tu passes sur ton tapis, tu le regagnes dans ta journée. Alors moi, mais je le vis à chaque fois. Non, j'ai pas le temps. Si, j'ai le temps.
Parce que le temps que je passe sur mon tapis va m'ouvrir tellement le mental, va m'ouvrir tellement à être présent avec ce que j'ai besoin dans l'instant présent, qu'avant ma pratique, je dois faire 30 choses, après ma pratique, j'en ai plus que 3. Pourquoi? Parce que je délègue, je réorganise. Quand je suis en présence, tout se révèle à moi dans l'instant présent. Et des fois, j'ai même si j'ai ces 30 choses, elles vont se faire. Parce que je suis dans la zone, comme on dit maintenant. Je suis en présence avec moi-même et avec l'énergie qui a envie d'arriver. Et ça, c'est bien sûr une pratique, mais tu le pratiques dans la vie avec ce que tu as à faire. Donc, même si tu penses que tu n'as pas le temps, tu fais qu'une posture. Mais essaye. On est à propos d'essayer là, hein, pas de me croire. Essaye. Va sur ton tapis, prends une demi-heure. Et tu verras que tu la regagnes cette demi-heure et que tu ne vas pas la perdre. Donc, au départ, si tu n'en es pas sûr, lève-toi une demi-heure avant. Ou couche-toi une demi-heure avant pour gagner cette demi-heure le matin. Organise-toi. Et tu vas voir que tu risques à faire beaucoup plus parce qu'en fait, la demi-heure, tu ne l'as pas perdue. Du coup, après, tu peux te relever comme tu te levais avant et toujours avoir une demi-heure et la gagner dans la manière dont tu vas organiser ta matinée. Donc, moi, je le vis tout le temps, mais mes élèves aussi. Alors, un autre mythe que je voulais, c'est « Ah non, mais j'ai mal au dos, je ne peux pas faire de yoga. » Donc, moi, j'ai 2 discopathies sévères. Donc, du coup, j'ai des disques écrasés dans le dos. Normalement, avec des discopathies sévères, on est sur le billard, on ne peut plus bouger, on a très mal et il faut se faire opérer. Avec ma pratique, moi, j'ai pas mal. J'ai des fois des lourdeurs si je reste longtemps sans bouger ou si je suis à un musée, par exemple, et que je marche très lentement. Mais ça va être juste une petite lourdeur. Je n'ai plus vraiment de douleur. Pourquoi? Parce que la pratique m'enlève mes douleurs. Hein. Et que le meilleur, en fait, le yoga, le meilleur moment pour commencer sa pratique de yoga sur le tapis, hein, c'est quand on a mal partout. Pourquoi? Parce que tes douleurs vont être tes guides. Le corps te donne des douleurs parce que tu ne l'utilises pas bien. D'accord? Tu as un labyrinthe à l'intérieur. Quand tu fonces dans un mur, ça fait mal. Si tu vas dans un labyrinthe et que tu fonces dans le mur, ça fait mal. Si tu continues à te dire « Ouais, non, mais c'est par là qu'il faut que je passe, c'est comme ça qu'il faut que je m'assoie », plus tu fonceras dans le mur, plus tu auras mal. Et si un jour tu décides « Ah non, là, il y a un mur, je vais tourner à gauche », « Ah, il n'y a pas de mur », mais ça fera plus mal. Et instantanément, ça ne fera plus mal. Donc, cette approche du yoga qui est à propos d'explorer ton labyrinthe dans l'instant présent, puisqu'il est tout le temps en train de changer, te permet de ne plus avoir mal. Si tu fonces plus dans le mur, le corps, il a plus mal. Donc, le meilleur moment de se commencer, c'est quand tu as mal. Le meilleur moment de pratiquer, c'est quand tu as mal, parce que ta douleur va te dire « va pas là, va pas là, va pas là ». Et ta pratique, ça sera à toi de trouver où le chemin passe. D'accord ? Donc pour moi, la douleur va au contraire t'aider à te connecter avec un cheminement naturel, avec un mouvement complètement aligné avec qui tu es dans le moment et va justement t'aider à vivre l'instant présent, à vivre ce qui a envie d'être vécu dans l'instant présent. Donc là, on est vraiment sur le chemin du yoga et les douleurs sont vraiment un aide, un outil sur le chemin de la posture, de l'asanas, puisque l'asanas, c'est aisance et stabilité. Sthira Sukha Asanas. L'asanas, l'assise, qu'elle soit assise sur les pieds, sur les mains, sur la tête, sur les genoux, doit être aisée et stable. Et pour ça, tu explores ton labyrinthe sans foncer dans les murs. D'accord? Donc la douleur, c'est juste, oh, je suis en train de foncer dans le même mur, et puis alors la douleur chronique, non mais il faut que j'arrête de foncer dans ce mur. Donc je prends cette pensée que j'ai, hop, je vais voir l'opposé, j'essaye l'opposé. L'opposé sera peut-être pas le bon chemin, mais après au moins tu as un éventail pour essayer. Et ta pratique, ça va être juste ça, travailler avec les extrêmes et l'éventail de nuances qui est entre jusqu'à ce que tu trouves le millimètre qui va te faire passer à travers la colonne, libérer tes poumons et venir accueillir le trophée qu'est la respiration libre. Voilà.
Alors, j'avais envie aussi, juste un tout petit dernier, avant d'avancer, c'est je suis grosse, je suis trop grosse, il faut que je maigrisse un peu avant. Il y a des gens obèses qui sont incroyables. Hein. Le Bouddha, il était très gros. La représentation chinoise, en tout cas, du Bouddha. Non, c'est vraiment pas, les bourrelets au ventre ne vont pas t'empêcher de te pencher en avant. Les cuisses qui se touchent ne vont pas t'empêcher de faire des étirements arrière, puisque ton labyrinthe, il y a toujours un chemin libre vers la posture. Quel que soit ton labyrinthe, quel que soit l'état de ton corps, quel que soit le poids de ton corps, donc vraiment, et le fait d'être plus rond ou ronde n'enlève pas cette qualité d'attention et de conscience du corps que tu puisses avoir. D'accord? Le yoga, de toute façon, c'est pas à propos de te changer, c'est à propos de te réaliser et de réaliser que tu n'es qu'amour. D'accord? Donc le je dois maigrir avant, non, pas du tout. Tu viens avec ce que tu as, avec toutes tes douleurs, tous tes kilos que tu penses qu'ils sont en trop. La vie a dit que tu devais être à ce poids, à ce moment-là, et je passe des années, j'en suis encore à travailler et à pratiquer ça. Que le poids que j'ai maintenant, c'est le poids que je suis censée avoir, tout simplement parce qu'il a quelque chose à m'enseigner et tout simplement parce que j'ai besoin d'être à ce poids maintenant. Pourquoi? Parce que si je ne devais pas être à ce poids, je ne serais pas à ce poids. Si tu es à ce poids maintenant, que tu sois trop maigre ou trop grosse pour ta tête, hein, parce qu'il n'y a pas de trop maigre et de trop gros par rapport à quoi? Et qui c'est qui a décidé que ça c'était bien et que tu n'étais pas plus, d'accord? Vous voyez, quand vous commencez à déchiqueter les choses, à découper les choses, vous réalisez que ce sont que des croyances qui vous ont été inculquées, qui sont en train de vous limiter et surtout de vous faire souffrir. Donc on laisse aller ça, tu as envie de faire du yoga, tu vas sur ton tapis, que tu sois trop maigre ou trop grosse, et tu te reconnectes à toi. D'accord? Et j'ai fait l'expérience de ça avec, je vous donne l'exemple d'une élève qui avait très très mal au dos, mais vraiment elle avait des gros problèmes de dos et du coup elle dit à son docteur, j'ai entendu que le yoga c'était pas mal. Le docteur lui dit, ah ouais non mais non, avec ton dos j'essaierai même pas parce que tu peux vraiment te faire mal et tout. Et du coup elle m'a entendu parler justement de la souplesse que je viens de vous dire, en disant qu'en fait la souplesse on la perd pas, c'est le mental qui est pas souple. Du coup elle est venue me poser quelques questions et je lui parle un peu de souplesse, elle décide de venir faire un cours individuel et en 1 heure, elle était assise, les jambes croisées, tout simplement parce que elle était en train de foncer dans les murs de son labyrinthe, tout simplement. Donc la plupart des changements que l'on a à faire, ce ne sont pas des changements physiques, mais ce sont des changements mentaux. La pratique que je fais, l'approche, ça va être plutôt à propos de changer vos postures mentales plutôt que vos postures physiques, puisque votre corps est encore comme un bébé, aussi souple qu'un bébé. Hein. Donc, Om Shanti Shanti Shanti. Gardez les yeux fermés, relâchez les mains sur les genoux et prenez quelques respirations en silence. Namasté. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir participé. C'est un plaisir de vous avoir, d'avoir posé des questions et continuez à réfléchir à toutes ces petites excuses et tous ces petits mythes. N'hésitez pas à les partager ou à poser vos questions et je vous souhaite une belle soirée et à lundi prochain. Au revoir.